Oui, bonjour. Donc moi je suis économiste effectivement comme vous voyez je suis très âgé et je m'intéresse au garage depuis d'assez longues années et par conséquent je suis peut-être à même de repérer ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il y a de moins nouveau dans ce paysage-là, hein, et donc cette diversité d'acteurs, ces jeux d'acteurs que vous nous décrivez, en fait on les avait déjà hein, quand l'électronique automobile commence à pénétrer les ateliers dans les années 90, hein, et donc je vais essayer de porter un regard sur un peu longue période sur ce qui est en train de se passer ici, et je vais m'adosser au fait que j'ai fait un certain nombre de travaux là-dessus, et puis au fait que je suis aujourd'hui impliqué dans une innovation institutionnelle qui ressemble un petit peu à ce que vous décrivez, c'est-à-dire que l'État français a lancé un appel d'offres il y a maintenant 2 ans qui s'appelle Partenariat pour l'emploi et la formation professionnelle, qui consiste à rénover les appareils de formation pour les secteurs en mutation, en essayant effectivement de mettre autour de la même table, dans des consortiums, les grands acteurs, les grandes parties prenantes. Hein, c'est-à-dire, dans notre monde de la réparation automobile, vous allez avoir les constructeurs, vous allez avoir les concessionnaires, vous allez avoir la réparation indépendante, vous allez avoir les équipementiers de garage. Hein, l'ensemble des acteurs qui sont parties prenantes à ces évolutions-là vont se mettre autour d'une même table pour se demander ce qui est en train de se passer dans ces activités-là, comment ça impacte les différents postes, comment il faut éventuellement faire évoluer les descriptifs de poste du réceptionnaire, du vendeur, de l'opérateur électricien, etc. Hein, toutes choses qui vont permettre ensuite de fabriquer des contenus de formation et de les répartir en formation continue, en formation initiale, au niveau qui sont pertinents. Quoi. Donc moi je suis engagé, c'est en partie moi qui avais rédigé le projet quand la profession l'a déposé, donc on l'a gagné, on a maintenant 3 millions d'euros de l'État pour travailler, hein, et donc il y a une série d'études qui sont en train d'être conduites, hein, dont je rédige les cahiers des charges et que je suis, hein, qui me donnent un peu de matériaux pour éclairer ce qu'on appelle la digitalisation du commerce et des services de l'automobile. Hein, donc voilà d'où je pars. Alors j'ai prévu d'intervenir en 5 temps, je vais essayer d'aller très vite maintenant. Donc je vais, dans un premier temps, vous dire un petit peu ce qu'est la numérisation du travail des garagistes, hein, de quoi s'agit-il exactement. Je vais faire un petit détour historique sur la manière dont on peut percevoir le système automobile aval, hein, qui est finalement assez déconnecté de ce qui se passe en amont, hein, bizarrement. Je vais vous présenter la digitalisation comme un épisode, hein, d'une très longue histoire qui finalement accouche d'assez peu de révolutions pour des raisons qu'on essaiera d'identifier. Et puis je vais insister pour terminer sur l'importance de l'appareil de formation et de sa gouvernance dans la conduite de ces changements dans notre affaire. Alors la numérisation du travail des garagistes, c'est d'abord la digitalisation de la relation commerciale, on y faisait allusion, hein, c'est le fait que vendre des voitures neuves, hein, ça implique beaucoup moins les concessions, même si ça les implique encore parce que le parcours du client démarre sur le net et il se termine en concession. C'est le fait que sur le commerce, VO ça veut dire véhicule d'occasion, hein, sur le véhicule d'occasion, on a une omniprésence de l'Internet, hein. C'est le fait que quand il s'agit de vente de l'après-vente, il y a maintenant un certain nombre d'opérations qui peuvent se faire en ligne. Et puis, il y a des épisodes qui ressemblent un peu plus, en tout cas dans le contexte français, à l'ubérisation, hein, puisqu'on a des acteurs qui viennent vendre des pièces et qui proposent derrière ce qu'ils appellent des solutions de montage. Et des solutions de montage, c'est quelqu'un qui vient chez vous le dimanche à 21h pour monter la pièce que vous avez achetée, les pneus ou autres, hein, toutes choses qui peuvent correspondre à des remises en cause assez radicales de l'organisation collective de ces professions. Et puis derrière cela, hein, l'autre dimension, c'est celle qui concerne les garages à proprement parler. C'est le fait que les véhicules sont de plus en plus connectés. Donc en gros, ils vont dire où ils ont mal, hein, à distance, hein, et l'information va permettre de traiter la défaillance du véhicule de manière assez différente, hein. Donc c'est ce qu'on appelle emergency call, là c'est quand vous avez un accident et que l'airbag se déclenche et que ça appelle directement les secours. Breakdown call, c'est le fait que quand votre véhicule défaille, eh bien votre garagiste le sait presque avant vous, hein, est susceptible de dire ce que la dépanneuse aura à faire, etc. Ce type d'évolution. Ça, on le connaît depuis un certain nombre d'années dans le poids lourd. Et ce dont on s'est aperçu quand on a étudié ça, c'est que finalement, entre le potentiel tel qu'il apparaît sur le papier et ce qui peut en être fait sur le terrain, il y a un gap assez considérable qui renvoie à des problèmes de formation, qui renvoie à des problèmes de capacité à tenir les promesses clients, etc. Et tout ceci nous donne un paysage qui est celui qu'on essaie de traiter par l'évolution de l'offre de formation, qui correspond à toute une série de problèmes. Alors pourtant,
il me semble que il va être difficile de parler d'une révolution digitale dans l'automobile et dans les services de l'automobile en particulier. Et ça renvoie au fait que finalement, quand on est un peu vieux comme moi, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on nous a annoncé des révolutions dans l'automobile, elles sont pas venues, quoi. Hein, il y a eu une révolution des nouveaux matériaux, la grande distrie, et on a là un système qui est résilient. Alors il est déjà sur la partie construction automobile, il l'est plus encore sur la partie aval, hein, pour des raisons qu'il faut comprendre. Hein, et donc c'est une vieille question qu'on s'est posée de nouveau GRPISA, enfin, un réseau de recherche auquel j'ai été associé. Ces révolutions, pourquoi est-ce qu'elles n'adviennent pas? Est-ce qu'il n'est pas temps de se demander pourquoi est-ce que on fait ces erreurs prospectives de manière assez systématique sur cette industrie? Et la réponse que j'ai tendance à formuler aujourd'hui, c'est que si on parle trop volontiers de révolution, c'est parce que le système à révolutionner n'est pas bien identifié. Et dans le domaine qui nous intéresse, le domaine de la réparation automobile, vous citiez les chiffres canadiens, ils sont très proches en France. Hein. Le cœur de la réparation automobile, le cœur du business, il est fait par des acteurs que les constructeurs ne contrôlent pas et qui travaillent selon des méthodes qui sont très loin du travail que prescriraient volontiers les constructeurs. Hein, ce qui fait qu'il y a un gap assez phénoménal entre le monde rêvé des constructeurs et le monde réel des automobilistes et des garagistes, hein, et qu'évidemment, si révolution il devait y avoir, il faudrait que ça concerne l'ensemble du système et non pas seulement cette toute petite partie du monde que nous considérons ici, qui est contrôlée par le constructeur. Hein, donc le système, on a tendance à le traiter comme le système des constructeurs, alors qu'il n'est pas le système des constructeurs. Le système réel, eh bien, il correspond à un système qui a une très grande autonomie par rapport à ce que les constructeurs auraient imaginé. Hein, alors déjà, les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux de marque, ces réseaux qui sont censés être contrôlés par les constructeurs sont très mal contrôlés par les constructeurs. Hein, c'est des gouvernances qui sont finalement relativement faibles, et historiquement, ça correspond au fait que ces questions de relation entre le constructeur et l'automobiliste sont des questions qui sont assez insolubles par les très grandes organisations. Hein, il y a dans les mémoires de Sloan, par exemple, un moment où il dit dealer des voitures d'occasion, c'est pas faire. Traiter les clients dans des territoires qui ont des caractéristiques très différentes, on a toutes les peines du monde à le faire. Hein, et de fait, les constructeurs, ils ont organisé entre eux et leurs organisations et la réalité commerciale et de la vie des véhicules, une espèce d'airbag qui est constitué par ce monde très auto-organisé de la réparation automobile, qu'elle soit de marque ou indépendante. Et effectivement, ça correspond à des évolutions. Donc vous savez que dans des pays comme les nôtres, l'âge moyen du parc, il est entre 9 et 12 ans. Et donc la partie des automobilistes qui sont, je dirais, sous le radar des constructeurs, qui ont des consentements à payer qui ressembleraient à ce que les acheteurs de voitures neuves peuvent mettre, c'est une toute petite partie. Si vous prenez l'âge moyen du parc français, il est aux alentours de 9 ans. À 9 ans, un véhicule vaut 4 000 €. Évidemment, aller dans un atelier de marque, faire réparer un véhicule qui ne vaudra plus rien dans les conditions fixées par le constructeur, c'est tout simplement hors d'atteinte. Et tout ceci a conduit à ce que s'organise dans la réparation automobile une très grande variété de traitements des véhicules et des clients pour satisfaire ces besoins très, très dissemblables qui se manifestent sur le marché de l'après-vente. Un marché de l'après-vente qui en est un sans en être un, si vous voulez, d'une certaine manière. Hein, donc il faut bien prendre conscience de ce que, si révolution digitale il devait y avoir, elle devrait s'adapter, elle devrait enrichir l'ensemble du système et non pas cette toute petite sous-partie du système que les contrôleurs, que les constructeurs contrôlent, parce que la voiture neuve, ça concerne finalement une toute petite minorité de ménages en Amérique du Nord comme en France et en Allemagne. Ah, donc c'est cette idée que finalement, quand on regarde l'histoire de ces métiers-là, on s'aperçoit qu'ils ont correspondu à un renoncement du rêve taylorien des constructeurs. Hein, ils ont délégué très largement le commerce des véhicules d'occasion, la réparation, la qualification des besoins des automobilistes à des acteurs qui n'étaient pas eux. Hein, et le secteur, il s'est construit autour d'une espèce de schizophrénie qui fait que les constructeurs, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même une partie énorme du business qui échappe à leur emprise, qu'en termes politiques, ça veut dire qu'ils représentent une partie des automobilistes qui est finalement assez minoritaire, hein, et donc de temps en temps, ils tentent de reprendre la main
mais ce que Penrose appelle les interstices du système, ce sont des interstices qui sont extrêmement larges. Et la réalité de l'automobile, c'est que les réparateurs indépendants, on pensait qu'ils allaient mourir, et en fait, ils ont élargi les interstices, malgré l'électronisation, etc. Et donc, il faut essayer de se demander pourquoi est-ce qu'avec l'épisode digitalisation, les choses seraient différentes, si vous voulez, d'une certaine manière. J'ai 5 minutes, c'est ça? Oui, ça. Donc, l'épisode digitalisation, il s'inscrit dans cette histoire très longue, et il correspond à un moment où le vieux rêve taylorien des constructeurs, il revit d'une certaine manière, parce qu'ils imaginent qu'avec le véhicule connecté, avec l'atelier connecté, avec la vente sur Internet, ils vont réussir à bypasser tout cet univers d'acteurs qui échappent à leur contrôle très largement et qui proposent un traitement des automobilités, pour aller vite, qui est très loin de ce qu'un constructeur peut faire. Et effectivement, les constructeurs essayent, via le numérique, de développer des dispositifs de surveillance, de la vente, de la prévente, avec des résistances relativement vives. Et leurs challengers, dont vous parliez, qui sont les réseaux indépendants, les Midas, Speedy et compagnie, comme les compagnies d'assurance, ils ont un peu la même optique. Parce que l'artisanat leur échappe, ils n'arrivent à les contrôler que partiellement, et finalement, le numérique, ce serait une assez bonne manière de mettre tout ce monde-là au pas. Face à cela, eh bien, on a des professionnels qui, une nouvelle fois, allais-je dire, résistent assez activement, parce que leur qualification, leur raison d'être, la manière dont ils fonctionnent, et c'est documenté par toute une série de travaux dans les nôtres, le boulot d'un garagiste, c'est finalement de mettre sa compétence technique relativement fine au service d'un traitement singulier du besoin. En gros, un garagiste, ça crée ce que les sociologues des marchés appellent des appariements singuliers, c'est-à-dire qu'ils traitent des couples client-voiture de manière chaque fois spécifique, sans respecter la plupart du temps les injonctions qui sont fournies par les constructeurs. Et pour cela, eh bien, ils ont été capables de mobiliser toute une série de ressources, dont l'appareil de formation, et c'est une nouvelle fois ce qu'ils vont tenter de faire pour cet épisode-là. Donc, l'appareil de formation, dans le système que j'ai décrit à très grands traits, il a tenu historiquement un rôle central, pour toutes les raisons qu'on a identifiées déjà. On a des TPE qui ne peuvent se former qu'à condition qu'ils aient une organisation collective qui le permette. Et ça, c'est assez bien identifié par les salariés aussi bien que par les employeurs, et on va finalement avoir un appareil de formation qui va faire ce job-là, dans le respect de la très grande diversité des acteurs qui peuplent le monde de la distribution. Alors ça, c'est vrai en particulier dans le contexte que je connais, le contexte français, où on voit effectivement la schizophrénie dont je parlais tout à l'heure, reproduite dans l'organisme de formation, qui va à la fois se mettre au service des réseaux de marques et des indépendants, et qui va finalement proposer une offre de formation, des produits de formation, un traitement qui va permettre certaines fois de faire ce que les constructeurs veulent, d'autres fois de faire ce que les indépendants désirent. Et au fond, c'est un dispositif qui a assez bien marché lors du dernier épisode où ce monde-là a eu chaud, si vous voulez, qui était l'épisode de l'électronisation. Parce que tous les problèmes d'information technique, de code dont ils font disposer, de reprogrammation, etc., étaient déjà apparus à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a eu un écrémage, mais que pour l'essentiel, le cœur de la prévente reste dominé par les indépendants, reste hors d'atteinte des constructeurs, et très clairement, le projet dans lequel je travaille, il correspond à la volonté de rejouer la même scène avec le digital en mobilisant l'appareil de formation, non pas pour prolonger l'entreprise taylorienne dont je vous parlais tout à l'heure, mais plutôt pour essayer de proposer aux professionnels indépendants, à ces TPE, à ces travailleurs indépendants, les moyens de ne pas se faire évincer, les moyens de continuer de faire leur travail proprement au service de cette diversité des automobilités. Alors je terminerai en concluant sur mon cas très rapidement. Le secteur de la réparation, il reste un secteur de TPE et de travailleurs indépendants. Il y a beaucoup de zéro salariés. Ces gens-là coexistent avec les réseaux de marques et ils ont su, par le passé, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas cette fois-ci, ils ont su actualiser leurs avantages compétitifs, si vous voulez. Ils ont su ce que j'appelais tout à l'heure
élargir les interstices penrosiens, hein, c'est un peu cette idée qu'il y a une capacité. Oui. Et pour ça, il mobilise collectivement des technologies, du droit, hein, et des projets comme celui dans lequel on est impliqué. Hein, ils savent aller chercher le soutien de l'État. Et pour moi, si vous voulez, en termes plus généraux, ça correspond au fait que l'articulation travail indépendant, numérisation, etc., renvoie à des questions de mobilisation et, d'une certaine manière, ces secteurs qui sont depuis toujours organisés autour du travail indépendant et de la TPE sont des laboratoires, hein, qui nous permettent de nous représenter un peu mieux ce que pourrait être une numérisation un peu moins terrible, hein, qui respecte des logiques qu'évoquait Méda, du type, dans l'éloge du carburateur, là, il y a effectivement une description qui est assez fidèle, finalement, de ce qu'on constate quand on traîne dans les garages depuis longtemps, et on peut faire le pari que le numérique peut être géré sur ce mode-là, en équipant mieux les réparateurs indépendants pour continuer de faire ce travail qu'ils aiment faire, et qui finalement est couronné de succès en termes de part de marché, parce que ça permet de proposer aux clientèles une hétérogénéité de traitement dont ils ont besoin, d'une certaine manière. Hein, et là, c'est un peu l'idée commonsienne où, hein, la qualité du travail, la perpétuation de la qualité du travail dépend de la capacité à maintenir une construction du marché qui ressemble à celle qu'on a connue jusqu'ici. Hein, et il y a effectivement un jeu entre le traitement du client, la richesse du traitement du client, la complexité du traitement du client et l'intérêt du travail. Hein, et c'est ce qui rend ce secteur-là assez emblématique, me semble-t-il.